l'expression mère porteuse sera bientôt interdite. Enfin, c'est possible en tout cas. L'anglais a l'avantage, avec surrogate, de ne pas mentionner la maternité. Et le français tend à l'imiter peu à peu. Dans les médias québécois, on lit de plus en plus, au lieu de mère porteuse, femme porteuse. D'ailleurs, la réforme de la famille qui autorise les contrats de GPA au Québec, la loi 12 parle de femme porteuse. Le message est clair, que la femme qui porte et met au monde un enfant pour autrui ne se prenne pas pour sa mère. Il s'agit de rassurer les clients. Mais non, elle ne partira pas avec l'enfant que vous avez commandé. Elle n'est pas la mère et elle le sait. Les mères porteuses qui s'expriment publiquement sont formelles, elles n'éprouvent aucun attachement maternel envers l'enfant et elles sont ravies de le remettre à leur commanditaire. Yasmine est mère porteuse aux États-Unis, elle témoigne dans l'émission My Life as a Surrogate sur la chaîne YouTube glam.com. Après la voix de Yasmine, vous entendrez une autre voix que vous reconnaîtrez peut-être. Écoutez bien. La question que j'entends le plus, c'est comment est-ce que tu ne t'attaches pas? Comment peux-tu avoir cet enfant en toi pendant 9 mois, sentir chacun de ses mouvements et ne pas ressentir une forme d'attachement? La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est que quand deux personnes font des projets pour la vie de cet enfant que vous portez, en fait, c'est impossible de penser « cet enfant est le mien ». Michel, qui nous a apporté nos 2 filles, mais plein d'autres, considère que accompagner finalement un embryon, c'est comme être une super nounou, sauf que ça se passe in utero. Après celle de Yasmine, vous aurez peut-être reconnu la voix de Marc-Olivier Fogiel, qui a eu 2 filles grâce à une mère porteuse américaine en 2011 et 2013. Par ailleurs, depuis 2019, Marc-Olivier Fogiel est directeur général de la chaîne BFM TV. Ce qui est répété à l'envi à propos de la GPA éthique, c'est que la mère porteuse est une simple nounou. C'est le désir d'être parent qui fait la parentalité, et les seuls véritables parents sont les personnes qui ont décidé de l'être. J'ai demandé son avis à la docteure Myriam Cheger, pédopsychiatre et psychanalyste. Elle a publié les passionnants ouvrages GPA, l'abandon sur ordonnance et La parole au bébé, que je vous recommande chaudement. Alors, est-ce que les véritables parents, c'est ceux qui désirent? Là, c'est une vaste polémique. Mais je pense que de dire d'une femme enceinte qu'elle peut être une nounou de l'enfant qu'elle porte, même si c'est pas avec ses gènes, c'est quand même faire table rase de dizaines d'années de recherche qui ont montré que le fœtus dans le ventre de sa mère est en relation constante avec elle, qu'il perçoit un grand nombre de choses qui lui viennent du corps de sa mère, du psychisme de sa mère, par l'intermédiaire des hormones, de différents médias. Ces informations, il les reçoit aussi à travers le placenta, où le sang de la mère vient transmettre un certain nombre d'informations. Toutes ces informations, qu'elles soient directes ou indirectes, il va les garder en mémoire. Il les garde en mémoire, y compris après la naissance. Et ça, c'est des travaux scientifiques qui ont été prouvés. Donc, on ne peut pas faire table rase de tout ce travail-là, qui a montré qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il est en communication avec elle et que cette communication s'inscrit durablement dans son psychisme et dans son corps aussi. La preuve la plus simple est en obstétrique. Quand une femme accouche d'un enfant, dans les moments qui suivent la naissance, si cet enfant pleure, est en détresse, vous le mettez dans les bras de sa mère, il peut se calmer. De sa mère, ce qui peut être la mère. La femme qui a accouché, la femme qui a accouché. Si vous le mettez dans les bras d'une étrangère, que ce soit la sage-femme ou un parent d'intention, une mère d'intention qui attend là dans le coin, le bébé se calme pas. Pourquoi? Il se calme, mais au bout d'un moment, le bébé va s'attacher à ses parents d'intention. Il va s'attacher avec le temps. Tous les humains font ça. Les petits humains sont tout à fait de bonne composition et plutôt que de n'avoir aucun humain pour s'occuper d'eux alors qu'ils sont tout à fait totalement dépendants, ils vont s'attacher à la personne qui lui donne des soins et qui lui donne de l'affection. Ça, c'est tous les petits humains, donc ceux-là comme les autres, au bout d'un moment. Mais en tout cas, sur la question de la reconnaissance, il reconnaît sa mère, la femme qui a accouché, tout de suite dès la naissance. Il se calme parce qu'il a mémorisé, quand il était dans son ventre,
son odeur, le son de sa voix, la chaleur de son corps. Il a mémorisé des sons, il a mémorisé l'ambiance familiale, le goût du liquide amniotique. Enfin, ça n'en finit pas. Le nombre d'informations qu'il a pu recevoir dans le ventre de sa mère, qu'il a mémorisé. Et ce sont des repères anténataux, c'est-à-dire que quand il naît, dans le chaos de la naissance et des premiers moments, tout ce qu'il va avoir en tête, c'est de retrouver ce qu'il connaît déjà, qui va lui donner un sentiment de sécurité. Et cette sécurité, c'est les bases de son narcissisme, de ce que les psychanalystes appellent le narcissisme primordial. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'il va trouver sa sécurité et sa façon d'être au monde. Alors il va chercher comme ça, on le met sur le ventre de la femme qui a accouché, il va crapahuter tout doucement, tout seul, jusqu'au sein, attiré par l'odeur du lait, qui contient des molécules qui sont les mêmes que le liquide amniotique. C'est-à-dire c'est cette similitude de molécules qui va l'attirer. C'est ce qui se passe pour les petits animaux, c'est la même chose. Et puis il va se mettre à téter. C'est ça une tétée précoce en salle de naissance, si vous voulez. C'est un bébé qui reconnaît suffisamment sa mère pour aller se nourrir à son sein. Mais sa mère, c'est pas une étrangère. Lorsqu'on parle de transmission, il faut également parler d'épigénétique. L'épigénétique est une discipline relativement nouvelle, mais qui est fort intéressante quand on veut parler de la transmission de la mère au fœtus. On a découvert que l'ADN, qui était constitué de 30 000 gènes, ne s'exprimait pas tel quel. Son expression était modulée par un épigénome, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait apporter des modifications à l'expression des gènes. Ainsi, on a un gène, il peut être activé ou inhibé épigénétiquement. Ça a une importance considérable parce que on sait que maintenant que le milieu ambiant dans lequel est l'ADN va déterminer d'une façon extrêmement importante l'expression des gènes. Donc on voit très bien comment, pendant la grossesse, l'ADN du fœtus va être modulé par ce qui va lui venir du milieu ambiant, c'est-à-dire de sa mère, et de tout ce qui lui est transmis par le corps de sa mère. On peut comme ça dire que le bébé qui va naître d'une femme ne va pas être le même de celui qui serait né d'une autre femme avec le même patrimoine génétique ADN à la base. C'est une découverte extrêmement importante. On comprend ainsi les traces que peut laisser la mère porteuse sur l'enfant. Cet enfant, elle le module, elle le façonne avec son corps, avec sa tête, avec son esprit, avec toutes ses émotions. Et non seulement il va mémoriser des choses qu'il a perçues pendant sa grossesse, mais il va également porter en lui-même, dans sa constitution, dans sa structure, ce qui lui vient de la mère porteuse. Ainsi, on ne peut pas réduire une mère porteuse à un sac. Ce n'est pas simplement un moyen de transport dans lequel va se développer le fœtus, une grossesse limitée à l'utérus. Par la suite, quand il va trouver des adultes qui lui donnent des soins, il va s'attacher. Il va s'attacher à l'infirmière, à la sage-femme, à des parents d'intention qui sont là et qui ont l'intention de donner leur affection à ce bébé-là en tant que parent. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit simple pour lui. On ne passe pas si facilement de la mère dans laquelle on a grandi à une étrangère, parce que ce que l'enfant reconnaît à la naissance, ce ne sont pas ses gamètes. C'est la femme qui a accouché. Est-ce que l'enfant ressent le fait que la grossesse n'est pas investie, le fait que la femme qui les porte ne ressent pas d'amour envers eux? Alors, pendant la grossesse, est-ce que c'est de l'amour? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un lien fort que ressentent toutes les femmes enceintes et qui se construit de jour en jour pendant toute la durée de la grossesse et qui va soutenir l'enfant. On voit bien que lorsque un choc survient, un deuil, une catastrophe, les bébés sont moins soutenus
parce que leur mère d'un seul coup est moins concentrée sur eux parce qu'autre chose arrive. Et nous autres psychanalystes qui nous occupons de petits, on voit bien comment, dans leur dessin, dans leur façon de s'exprimer dans les thérapies plus tard, ils vont nous parler de ça, de ce moment-là, à condition d'être soi-même, en tant que psychanalyste, formé à repérer ce genre de choses. On voit bien comment ils nous en parlent. Françoise Dolto disait qu'ils nous en parlent surtout pendant leurs 9 premiers mois, parce qu'elle considérait que les 9 premiers mois étaient une répétition des 9 mois qu'ils avaient passés à l'intérieur. Et elle disait que si par exemple il y a un traumatisme qui survient à 6 mois de grossesse, il faut être vigilant aux 6 mois de vie de l'enfant, de voir s'il n'y a pas un symptôme qui serait en fait une demande de mise en mots du traumatisme qu'il a perçu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère à la date équivalente pendant la grossesse. Alors ce symptôme, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être un bébé qui se met à aller mal, qui se met en dépression, qui se met à avoir un strabisme, qui se met à tomber malade. Voilà, les bébés ont 10 000 façons d'exprimer que ça ne va pas. Comment vont les enfants issus de la GPA ? Est-ce que nous avons des études, des éléments factuels pour savoir comment ils vont au final ? Moi, j'ai pas assez de cas d'enfants qui sont nés d'une GPA, mais il y a des pays où, bien sûr, ils le savent. Ils vont vous dire qu'ils vont très bien. Alors, ils vont très bien ? Alors, je pense que comme tous les enfants, il y en a qui iront très bien, d'autres qui iront moins bien. Les enfants, ils font avec leur propre force, avec leur individualité, leur personnalité. Il y en a qui vont y arriver mieux que d'autres. Mais je pense que quand on bricole la filiation de cette manière, les effets peuvent... les psychanalystes pensent que les effets peuvent se ressentir, pas immédiatement, mais voire plus tard. Probablement à l'occasion des séparations qu'il va avoir à affronter, probablement au moment de l'adolescence ou en cas de divorce ou en cas de deuil, en cas de naissance. Dans ces moments-là, peut-être il va y avoir là une réémergence d'émotions liées à cette séparation initiale, comme on voit avec les enfants abandonnés, on a pu constater ça, chez les enfants abandonnés à la naissance, mais aussi l'effet va pouvoir sûrement se repérer au travers des générations. Parce que quand on bricole la filiation de cette manière, c'est sur plusieurs générations que ça va retentir d'une manière ou d'une autre. Les mères porteuses et anciennes mères porteuses avec lesquelles je me suis entretenue disaient que le lien qui les unissait à cet enfant était le lien que vous pouvez avoir avec vos neveux et nièces ou l'enfant de votre meilleur ami, c'est-à-dire que vous avez de l'affection pour ces enfants, mais ce ne sont pas les vôtres. Elle se conditionne de cette manière. Mais c'est comme si ce contrat l'obligeait à considérer qu'elle fait comme font les femmes qui font un déni de grossesse. Vous savez, c'est une triste pathologie où les femmes sont enceintes, mais qu'elles ne le savent pas consciemment. Elles le savent inconsciemment, bien sûr, mais consciemment, elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans les chroniques judiciaires, avec ces femmes qui tuent leur bébé à la naissance, parce que certaines d'entre elles ne se savaient pas enceintes et ne peuvent pas reconnaître le bébé comme autre, comme le leur et comme un autre. Et elles le tuent. Vraiment elles ne le considèrent pas comme une personne quand il arrive au monde. Voilà. Et c'est comme si on faisait un déni de grossesse, on demandait à ces femmes de faire un déni de grossesse expérimental, en quelque sorte. Comment ça, expérimental ? Expérimental parce que ce n'est pas un processus psychique pathologique qu'on connaît bien tristement en obstétrique et qui survient souvent. En général, elles en prennent conscience plus tôt et puis on essaye d'arranger les choses. C'est rare qu'elles accouchent, qu'elles aillent jusqu'au bout, ces femmes-là qui sont victimes du déni de grossesse. Mais enfin, il y en a qui accouchent quand même sans se savoir enceintes. On les retrouve aux urgences et elles ont mal au ventre et on leur dit « Madame, vous êtes en train d'accoucher ». C'est comme si on leur demandait de faire ça. C'est-à-dire de faire comme si elles n'étaient pas enceintes, mais consciemment, là, pour le coup, et d'accoucher d'un bébé sans que ça leur fasse rien. Elles essayent de trouver toutes les stratégies possibles pour pouvoir mener une grossesse sans s'attacher à l'enfant qu'elles portent. C'est un sport assez compliqué, donc à elles d'imaginer les stratégies psychiques pour y parvenir. Mais du côté de la demande sociale, c'est quand même faire en sorte qu'elle donne son utérus en location et que le locataire n'ait pas grand-chose à voir avec lui sauf percevoir le loyer. Est-ce que vous avez une expérience clinique des mères porteuses ou d'enfants
issus de GPA dans votre parcours? Mais j'ai effectivement rencontré une femme qui est venue accoucher avec... c'était une GPA, elle me l'a dit, et j'ai publié sur son cas parce qu'elle elle m'a autorisé à le faire, parce que elle avait l'impression que le couple d'intention après la naissance la traitait comme un sac vide, et elle se sentait comme un sac vide, et elle ne voulait pas qu'il y ait d'autres femmes qui tombent dans le piège et qu'elle ressente cette horreur de se sentir un sac vide après la naissance. Mais pardon, elles se sentent forcément, entre guillemets, comme un sac vide, étant donné qu'il y a une grossesse et elle rentre chez elle sans avoir un bébé dans les bras. C'est pas uniquement ça. Être un sac vide, pour elle, c'était... il y avait une relation entre le couple et cette femme, il s'occupait d'elle, il la sécurisait, il lui avait dit qu'après la naissance elle pourrait l'allaiter un peu, qu'elle resterait en contact avec l'enfant, etc. Et au lieu de ça, il voulait juste récupérer l'enfant et se tirer. Donc elle a été extrêmement déprimée après avoir mis cet enfant au monde, d'autant plus qu'elle avait déjà des enfants, donc elle savait ce que c'était que d'être attachée à son bébé. Et elle est repartie très vite chez elle, après avoir eu une césarienne. Et on a eu des nouvelles par la suite, où l'enfant s'était mis à aller pas bien du tout. Ça, c'est une expérience... Vers quel âge il n'allait pas bien? Bon, c'était dans les mois qui suivaient. Ça, c'est une femme que j'ai suivie. Après, j'ai eu à suivre une femme qui était née comme ça, par une mère porteuse, mais qui était déjà adulte, parce qu'elle faisait partie du premier contingent de mères porteuses qui était née en France. 84-85. Voilà, c'était l'histoire de Sacha Geller et les premières GPA qu'on a eues en France. Et cette femme allait très mal, questionnait très violemment ses parents sur leur motivation. Elle avait le sentiment qu'elle avait été achetée et qu'elle avait été totalement objectivée. Et elle avait d'ailleurs un rapport à l'argent qu'elle disait elle-même totalement symptomatique. J'ai eu aussi une histoire qui est revenue à mes oreilles d'un couple d'hommes homosexuels qui avait récupéré un bébé né d'une mère porteuse, et le bébé est arrivé aux urgences dans un état assez épouvantable. En fait, ce bébé, depuis le début, ne s'alimentait pas ou très peu, et ce couple d'hommes n'a pas réalisé qu'il allait mal, en fait. Je crois qu'il manquait peut-être à ces hommes une expérience de la maternité qui est celle d'une femme. Et même s'ils apportent beaucoup d'amour à ce bébé, ils décodent pas forcément la manière dont il faut s'en occuper. En tout cas, ce couple d'hommes n'avait pas décodé correctement et avait amené un enfant dans un très mauvais état. Alors, est-ce que cet enfant avait eu des soins inadaptés, ou est-ce que cet enfant faisait une grosse dépression après avoir quitté le ventre de la femme qui l'a porté? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il est arrivé dans un état catastrophique. Un grand merci à la docteure Myriam Scheger, et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode du podcast La Mère Invisible.